La nature est-elle la source d'inspiration d'une industrie plus durable? L'association semble curieuse, et pourtant elle cache peut-être une partie de la solution face aux enjeux de développement durable auxquels nos sociétés font face. D'abord, la nature a toujours été une source d'inspiration pour l'homme. Pendant la préhistoire, le chant des oiseaux était copié pour la chasse, et les peaux de bêtes sont rapidement devenues des parures nous permettant de passer l'hiver. Cette approche s'appelle la bio-inspiration. Lors de l'Antiquité, on l'a retrouvée chez les Grecs, qui faisaient par exemple le lien entre le tissage et la toile tissée par l'araignée. Tirant le fil, la bio-inspiration est encore omniprésente à la Renaissance au travers des inventions de Léonard de Vinci. Au XIXe siècle, la nature accompagne le progrès technique. D'ailleurs, saviez-vous que pour concevoir sa tour, Gustave Eiffel s'était inspiré d'un fémur humain? À l'ouvrage le plus long du monde, l'os le plus long du corps. Ironie du sort, si la nature n'a cessé de participer au développement de l'homme et de son industrie, force est de constater que ce progrès s'est longtemps fait au détriment de cette dernière. Il faut attendre la fin des années 90 avec les travaux de la biologiste Janine Benyus pour donner un second souffle au concept. Dès lors, la bio-inspiration se mue en biomimétisme. Et la focale change. Désormais, la nature n'est plus simplement une source d'inspiration, mais plus largement un modèle à copier permettant de relever les défis du développement durable. Aujourd'hui, cette approche se développe, y compris en France, à travers de nombreux projets innovants, comme celui de la société Glowy qui réinvente l'éclairage urbain en utilisant des bactéries marines luminescentes. Lumineux, non? La question se pose donc, la nature est-elle la source d'inspiration d'une industrie plus durable? Je m'appelle Simon Tachdian et j'animerai la discussion, vous écoutez Mutation. Et aujourd'hui, nous recevons Alain Renaudin, ancien directeur adjoint de l'IFOP. Vous êtes par ailleurs le président fondateur de New Corp Conseil, une entreprise qui accompagne ses clients dans le traitement de leurs problématiques RSE. Depuis 2016, vous organisez la Biomine Expo, un événement annuel pluridisciplinaire pour faire rayonner la filière. Eugénie Guillemin, vous êtes Chief of Staff de Phoenix, une start-up française qui s'est basée sur l'observation des animaux marins pour réinventer la propulsion des bateaux. Et enfin Margot Didi, ingénieure agronome spécialisée dans la biologie et l'ingénierie de l'environnement, diplômée d'AgroParisTech, vous occupez le poste de directrice projet en R&D chez Bioxedji, un bureau d'études spécialisé dans le biomimétisme. Et en fin de mission, le biophysicien, naturaliste et écrivain Bill François nous fera avec humour et précision son résumé dans la synthèse de Bill. Et pour commencer, je vous propose tout de suite d'écouter un premier extrait vidéo, Pourquoi le biomimétisme de Janine Benyus. So biomimicry is innovation inspired by nature. And it's a new way of inventing by looking to the natural world for our inspiration. And asking before we design anything, what would nature do here? Eugénie Guillemin, la biologiste Janine Benyus a apporté beaucoup de visibilité au biomimétisme à travers ses différents ouvrages, comme Pourquoi le biomimétisme? En quoi a-t-elle replacé la nature comme source d'inspiration d'une industrie plus durable? Alors bonjour, donc je suis le bras droit du CEO de Phoenix, Harold. Et donc chez Phoenix, on fait des moteurs de bateaux à nageoires. On remplace l'hélice par une membrane qui ondule comme une nageoire de poisson. Et donc, comme le dirait Janine Benyus à travers son livre donc Biomimétisme, quand la nature inspire l'innovation durable, en fait l'approche biomimétique vraiment est bien, mais ce qu'il faut c'est l'orienter durabilité et non rentabilité comme on a pu le faire toujours auparavant. Elle raconte même qu'en 1903, en fait, on a appris à voler comme les oiseaux pour la première fois grâce à l'observation des vautours en fait, faites par les frères Wright en 1903. Donc, ils ont créé l'avion et en fait, en 1915, on larguait des bombes depuis le ciel. Donc en fait, faire du biomimétisme, c'est très bien, c'est très chouette, mais en fait, le faire de façon durable est essentiel. Et donc, voilà, chez Phoenix, en fait, on fait donc des moteurs de bateaux à nageoires. On a développé notre premier produit qui s'appelle le Fin5, qui est un moteur de bateau électrique de 2 kW équivalent à 5 chevaux et qui, en fait, imite le déplacement de la méduse. Tout simplement, on essaye de reproduire avec des membranes discoïdales le mouvement de déplacement de la méduse, tout simplement pour proposer, en fait, une mobilité nautique bio-inspirée, complètement sécurisée, complètement safe aussi. Et voilà, inspiré des vivants, on a développé un deuxième produit, le Fin 150, un moteur de bateau beaucoup plus gros, donc de 150 chevaux, destiné aux plus grosses embarcations et en fait qui lui s'inspire non pas de la méduse comme nous l'avons fait avec le Fin5, mais plutôt du mouvement des nageoires caudales des dauphins et des baleines, en fait avec 2 membranes rectangulaires qui fonctionnent en opposition. Beaucoup pourraient penser que le biomimétisme en fait est un retour en arrière, alors qu'en fait c'est juste de faire mieux avec moins, tout simplement.
Et donc, il y a beaucoup de laboratoires qui travaillent aujourd'hui sur des composants, des matériaux composites extrêmement sophistiqués, mais en fait, aucun n'est capable de faire la même chose que tout simplement le bois, qui a vraiment de nombreuses propriétés, à savoir une résistance au feu, une élasticité, une solidité et d'être un fixateur de carbone. Donc nous, ça nous inspire énormément. On a vraiment envie de faire ça, d'être beaucoup plus humble avec la nature, de retrouver notre place. Et donc, c'est tout simplement aussi nos moteurs plaisent énormément au grand public, puisqu'en fait, non seulement ils sont sécurisés, donc on peut les toucher en fonctionnement, nager à côté du bateau sans risquer de se blesser, mais également, en fait, ils nous reconnectent à l'essentiel. On n'a jamais oublié, on va dire, notre enfance et l'idée qu'on avait des animaux qui étaient en fait la plus belle chose. Et donc, nous, ça nous permet de nous reconnecter à l'essentiel et de retrouver l'émerveillement et le sourire, on va dire, à l'âge adulte. Ouais. Margot Didy, Janine Benius est biologiste de formation, elle n'est pas ingénieure, elle n'est pas architecte, et finalement la question du biomimétisme pose la question de la transversalité entre les différents domaines scientifiques. Est-ce que cette collaboration se fait naturellement ? Je ne pense pas qu'en France ou même à l'international, elle se fasse de base. Et justement, je pense que c'est ça aussi le problème aujourd'hui, où le fait on voit que le biomimétisme, ça reste quelque chose de niche, c'est que ça fait appel en fait à des disciplines transverses et qui sont rarement mises en commun. On voit que à l'échelle du domaine universitaire, dans la recherche, les recherches sur la biologie ou même certaines recherches en biomimétisme, c'est quelque chose qui est très commun, ça se fait de plus en plus. Et pour autant, les technologies bio-inspirées, c'est quelque chose qui manque. Les technologies comme Phoenix, par exemple, c'est quand même quelque chose qui est rare aujourd'hui, dont on entend assez peu parler, et pourtant les performances, elles sont assez incroyables, que ce soit des performances techniques d'ailleurs, ou environnementales. Donc effectivement, je pense que ce qui manquait, et ce qui arrive de plus en plus, c'est ce lien entre la biologie et l'ingénierie, pour faire un parallèle entre s'inspirer de principes biologiques et les transformer en technologies durables et performantes. Pour poursuivre, je propose un exemple d'interprétation de la nature dans le cadre d'une démarche biomimétique. Margot Didy, vous nous avez transmis un extrait vidéo montrant des fourmis. Est-ce que vous pouvez le décoder pour nous ? Alors, ce qu'on va voir ici, c'est la fourmi argentée du Sahara. Donc elle est assez spéciale, je pense que vous voyez tous sa couleur. Mais ce qu'on ne remarque pas forcément, c'est que là, on les voit entrer et sortir. Pourtant, la fourmi argentée du Sahara, comme son nom l'indique, elle vit dans le Sahara. Sa température biologique maximum, c'est 51 degrés. Et pour autant, dans le Sahara, il peut faire jusqu'à plus de 60 degrés. Et la fourmi, elle réussit à survivre grâce à ses poils qu'on voit là à l'écran, soit sur sa tête, et on voit aussi qu'ils ont une structure assez particulière. En fait, ces poils, ils lui servent de bouclier thermique. Tout simplement, ils lui permettent de réfléchir l'énergie lumineuse, donc elle ne se réchauffe pas au soleil, et en plus de rayonner dans les infrarouges, donc elle se refroidit beaucoup plus efficacement. Et tout ça, c'est passif. Alors que la thermorégulation, aujourd'hui, c'est quand même une problématique qui est hyper actuelle et qui prend en compte des enjeux environnementaux majeurs. On considère qu'à peu près 10% de la consommation électrique mondiale, c'est de la climatisation active. Avec les pics de température et le dérèglement climatique, on estime que ça va doubler d'ici 2040. 2040, c'est dans 20 ans. Donc la thermorégulation passive, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Et la fourmi, elle arrive à thermoréguler sa température passivement. Et c'est là, en fait, à partir du moment où on se pose la question, mais comment elle fait et comment on peut s'en inspirer, c'est là tout l'enjeu du biomimétisme. De reproduire, de s'inspirer, de comprendre ces principes biologiques et de produire des technologies. C'est pour ça que Sidney Rostan, il a fondé Bioxégie il y a 5 ans, pour s'inspirer de la nature et développer des technologies durables. À partir du moment où on a compris comment ça se passe, c'est ces poils, c'est les ondulations qu'on va voir, c'est les matériaux de ces poils, c'est leur répartition, leur forme, leur dimension. Et bien, une fois qu'on a compris ce principe biologique, on peut s'en inspirer pour développer des technologies. On s'en a inspiré pour développer des revêtements qu'on va mettre sur le toit des immeubles, en spray, et qui permettent de limiter leur réchauffement. Ils ne s'échauffent pas au soleil, ils réfléchissent l'énergie lumineuse, et en plus, ils dissipent la chaleur qui est produite en interne. Et ça, c'est des revêtements qui sont assez simples. Mais on peut aussi s'en inspirer pour développer des technologies beaucoup plus high-tech, des revêtements ultra sophistiqués qui peuvent être utilisés sur des data centers, dans des domaines industriels qui sont extrêmement variés, dans l'aérospatial, dans l'aéronautique, dans l'automobile, dans le bâtiment.
Et donc, à partir du moment où on a compris que la nature est une source d'inspiration qui nous permet de résoudre des problématiques industrielles dans plein de contextes, eh bien on a compris que le biomimétisme, ça avait un énorme enjeu aujourd'hui. Et c'est ça notre cœur de métier chez Bioxégie. Identifier, comprendre les mécanismes biologiques dont on peut s'inspirer pour résoudre des problématiques industrielles dans des contextes variés et de faire ça sobrement et durablement. Alain Renaudin, on le voit, les innovations bio-inspirées sont nombreuses et finalement elles ont toujours existé. Dans quelle mesure le biomimétisme ne répond-il pas à des problèmes en particulier mais apporte plutôt des solutions en général ? D'abord parce que c'est un magnifique chemin d'exploration et de réémerveillement. Jenny l'a dit, ça démarre toujours par une posture d'humilité et d'admiration profonde. Et d'ailleurs, cette fourmi argentée qu'on vient de voir, elle est d'abord belle, elle est énigmatique, elle est captivante. Le vivant est captivant et en réalité, cette histoire de biomimétisme, ce chemin du biomimétisme, il fait aussi du bien parce qu'on est en manque de ça. D'ailleurs, on l'a vu au moment du confinement, on a été en manque de nature, on a été en manque de contact. Aujourd'hui, on cherche la reconnexion. On s'est un peu coupé du monde. En réalité, nous, en tant qu'espèce soi-disant plus intelligente que les autres, qui est aujourd'hui déjà en péril. Et donc, comment nous, en tant qu'espèce, on peut essayer de vivre mieux, de manière plus harmonieuse, plus longtemps ? Eh bien, probablement en reprenant conscience qu'on n'est pas seul sur Terre et que c'est une bonne nouvelle. Et que tous ces autres petits camarades vivants, en réalité, sont des génies de la résilience, sont des génies de la frugalité, sont des génies de l'économie, en tout genre et en tout poil. C'est-à-dire que la nature est économe en énergie, elle est économe en matière, elle est économe en consommation de data, tout simplement parce que elle est smart. Voilà, c'est ni low-tech ni high-tech, c'est smart-tech la nature. Et donc, comme on a un certain nombre d'enjeux à résoudre, ça fait du bien de redécouvrir qu'on a un modèle. Moi, mon déclic personnel à moi, après déjà plus de 10 ans de boulot sur des problématiques RSE et développement durable, quand au début des années 2010, je suis tombé là-dedans parce qu'on a créé une association qui s'appelle CBIOS et ensuite j'ai lancé BioMexpo, etc. Mon déclic à moi, c'est qu'avec cette idée du vivant comme modèle, on passe de la pédagogie du pourquoi il faut qu'on change à la pédagogie du comment on peut changer. Et en réalité, ça change tout. Ce changement de regard, ce changement d'approche, cette nouvelle philosophie, parce que le biomimétisme, c'est pas que de la techno, c'est un état d'esprit, c'est une philosophie, c'est pas un dogme. Eh bien, en fait, ce chemin-là et ce passage du pourquoi au comment, il change tout, parce que voir des problèmes sans solution, c'est tétanisant. Voir, ça peut créer du déni psychologique. En revanche, reconsidérer le vivant qui nous entoure comme une formidable boîte à outils de la résilience, une boîte à outils du développement durable et de la transition, ça fait du bien. Et en réalité, il y a plein de transferts et d'applications possibles. Et c'est vraiment ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, parce que le biomimétisme est une approche pluridisciplinaire et assez ancienne. Mais ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est qu'on est de plus en plus capable de passer de la recherche fondamentale à la recherche appliquée. Aussi parce qu'il y a de plus en plus de pluridisciplinarité. On a parlé des échanges entre des biologistes et des ingénieurs. C'est bien de savoir s'inspirer du vivant. Il faut aussi savoir s'inspirer des autres. D'abord parce qu'on fait partie du vivant, mais aussi parce que l'innovation bio-inspirée, elle est souvent hybride, et c'est parce qu'elle est hybride qu'elle est créative. J'aimerais maintenant rebondir sur un chiffre que je vous affiche tout de suite. Un chiffre qu'on retrouve dans le dernier rapport de Biomime Invest paru en mars 2023. 600 millions d'euros ont été levés par les startups françaises du biomimétisme ces 10 dernières années. Parmi ces dernières, c'est Profizy, une entreprise spécialisée dans la captation vidéo inspirée par la vision humaine qui se trouve en tête de ce tableau avec plus de 127 millions d'euros cumulés. Alain Renaudin, comment on explique cet engouement croissant pour les projets biomimétiques ? Mais parce que le biomimétisme apporte des solutions étonnantes, innovantes, décalées, disruptives, si vous voulez utiliser le mot, peu importe. Mais aujourd'hui, on est en quête de solutions. On cherche, et c'est un nouveau chemin. Voilà. C'est une forme de redécouverte. Les industriels s'intéressent de plus en plus à ça, parce que ce qui est nouveau, c'est pas le biomimétisme en tant que tel. Ce qui est nouveau, ce sont nos enjeux. Et la solution peut apporter un certain nombre de réponses à des enjeux d'économie d'énergie ou d'économie de matières premières ou de travail en circuit court, d'approche collaborative, etc. Et donc, depuis quelque temps, on voit arriver de belles histoires, et notamment françaises, parce que
on a beaucoup d'excellence en France. Et il ne faut pas se censurer pour ne pas le dire. On a de l'excellence académique, on a de l'excellence entrepreneuriale, on a de l'excellence industrielle, on a des chercheurs absolument fabuleux en France. On a du mal à valoriser la recherche en France. Et ce qui est intéressant à travers le biomimétisme, c'est qu'on est à cette conjonction entre des travaux de recherche remarquables et puis un besoin d'application. Et donc c'est pour ça que tous ces mondes-là se parlent de plus en plus et qu'il faut, comme des champignons mycorhiziens, favoriser ces échanges. Parce que ce sont les échanges qui créent la vie, qui font que le biotope se porte bien et se développe. Et donc des industriels cherchent des solutions, des labos, des chercheurs, des start-upers lancent des projets et qui font écho et qui réussissent. Pour rendre honneur au podium de ce top 3 de ces 600 millions d'euros et quelques levés depuis quelques années. Vous avez Prophecy, effectivement, qui développe un capteur inspiré de la rétine humaine. Je dis un capteur, pas une caméra, parce que en réalité, notre rétine est un détecteur de mouvement. Plus qu'une caméra en flux continu. Si vous actionnez le bouton vidéo de votre téléphone, ce soir, vous aurez 2 gigas de moquettes, vous serez content. Alors que nous, on enregistre une image de fond et on l'actualise s'il se passe quelque chose. Pourquoi ? Parce que nous sommes un animal et donc on est à l'affût du monde qui nous entoure pour éviter d'être mangé par un prédateur ou attaqué par je ne sais quoi. Et donc on est vigilant au mouvement. Et donc Prophecy a développé une caméra, si vous voulez, un capteur qui va être économe en data, économe en énergie, parce qu'on ne va enrichir que l'image actualisée et utile, économe en transfert de data, ça a été dit, les data et la clim, c'est les bombes énergétiques qui sont devant nous. Mais là aussi, j'en parle pas, mais on peut stocker de la donnée sur ADN, c'est un truc de dingue. Mais, et cette caméra, elle est beaucoup plus réactive au mouvement. La deuxième start-up, c'est Tissium, 121 millions d'euros de levée de fonds. C'est une colle chirurgicale inspirée des gastéropodes et notamment marins. Que le chirurgien applique à l'état un peu pâteux. Ils ont développé un prépolymère qui se durcit avec un flèche lumineux. Ils changent de statut. Ça crée une forme de suture sans suture, presque, parce que techniquement, il peut y avoir encore besoin d'un peu de suture, mais c'est assez remarquable. C'est comment rapprocher ensemble des tissus mous et humides. La nature sait faire ça. Une moule qui s'accroche à son rocher, elle le fait en milieu aqueux avec de la houle. Donc c'est possible. Et le troisième exemple est dans une autre catégorie, puisqu'on est dans l'électronique techno pour Prophecy, on est dans le médical pour Tissium, et on est dans l'agro avec M2I, qui a levé 100 millions, une des plus grosses levées de fonds en agro en 2019 de mémoire. Ça, c'est un substitut 100% aux pesticides, inspiré des stratégies de communication des insectes entre eux, en dispersant des phéromones femelles à haute densité pour créer des leurres de la confusion sexuelle. Vous copiez la molécule de la phéromone sexuelle femelle qui vous intéresse, vous la concentrez à haute dose, c'est ce que fait M2I, vous la dispersez au-dessus des cultures, et bien vous créez des leurres que le mâle qui va brouiller les messages, ce qui fait que le mâle insecte, quand il arrive sur zone, il sent de la femelle à tous les étages. Il y en a probablement, mais il y en a peut-être une pour 1 million d'odeurs émises. Donc il ne la trouve pas, donc il passe son chemin. C'est une forme de contrôle des naissances, si vous voulez. Mais c'est un substitut 100% aux pesticides. On connaît le besoin de révolutionner notre agriculture et de recréer des sols vivants, etc. Je n'ouvre pas le sujet, mais c'est absolument essentiel. Et eux, ils génèrent déjà du chiffre d'affaires. Donc voilà. Techno, santé, agro pour le podium. Je trouve que c'est un podium intéressant en matière de secteurs d'activité divers que ça peut représenter. On le voit, les entreprises du biomimétisme ont une tendance assez favorable pour elles. Pourtant, il reste encore du chemin à parcourir. Eugénie Guillemin, comment convaincre justement les investisseurs de continuer à soutenir le secteur ? Eh bien, leur montrer que ça fonctionne, tout simplement, parce que c'est vrai que au début, je pense quand on a débarqué à Monaco avec notre petit propulseur, on l'avait mis sur un yacht Playmobil. C'est vrai que c'était un peu ridicule. Comme le dit Idrissa Barkhane, toute révolution passe par 3 phases, ridicule, dangereux, évident. Là, on est dans la phase un peu dangereuse puisque nos concurrents voient que notre moteur, donc le Fin5, va être industrialisé dans les prochains mois et donc on commence à être, on va dire, un acteur sérieux du nautisme. Et donc, on l'espère plus tard que ce sera évident et que tout le monde aura adopté une technologie comme la nôtre. Donc, en fait, il faut tout simplement
simplement leur montrer que c'est possible, que ça fonctionne. Notre deuxième moteur, donc le moteur de 150 chevaux, le Fin 150, est destiné aux Jeux Olympiques de Paris 2024. L'objectif pour nous est de transporter des passagers, des athlètes sur la Seine et de promouvoir la mobilité verte. Donc, ils voient que c'est concret, ils voient que les essais montrent que ça fonctionne. Et donc, à ce moment-là, évidemment, ils sont contents. Et aussi le fait, on va dire, notre état d'esprit chez Phoenix, c'est vraiment de faire partie et non d'être indépendant du génie qui nous entoure et vraiment de retrouver d'être beaucoup plus humble en harmonie avec la nature, parce que finalement, toutes nos innovations, en fait, existent dans la nature d'une manière beaucoup plus élégante et moins coûteuse. Et donc, eux aussi apprécient cette vision des choses. Ça change de l'ordinaire et donc nous soutiennent vraiment dans cette vision. Comme vous le savez, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour en rire viennent aisément. On se quitte donc avec la synthèse de Bill. Bonjour. Alors, la nature est-elle source d'inspiration d'une industrie plus durable ? On a vu que ça a toujours en fait été le cas, étant donné que l'homme a toujours imité la nature, toujours voulu ressembler à d'autres êtres vivants, que ce soit pour avoir une taille de guêpe, être malin comme un singe, être têtu comme un âne, rusé comme un renard, ou avoir un caractère de cochon, passer du coq à l'âne, et j'en passe. Mais dans les années 90, Janine Benyus a repris le concept pour en faire une véritable philosophie. L'idée étant de s'inspirer des principes biologiques que la nature a développés pendant des millions d'années d'évolution pour en faire des nouvelles technologies. Et à ça, il faut reconnaître que depuis les années 90, nos ingénieurs sont très 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 forts. Par exemple, à partir du crocodile, animal capable de survivre à l'extinction des dinosaures grâce à des œufs à coquilles molles et étanches, qui peut se soulever à plus de 5 mètres de hauteur en se propulsant avec sa queue, qui peut vivre plus de 100 ans et qui est immunisé contre toutes les maladies infectieuses, eh bien les ingénieurs s'en sont inspirés et ils ont développé un nouveau modèle de bonbons Haribo, ainsi qu'un nouveau modèle de chaussures en plastique mou avec des trous qui n'empêchent pas qu'on transpire dedans. À partir de toutes les plantes de la forêt amazonienne, ils nous ont sorti le sac banane, ustensile permettant de reconnaître dans une foule de touristes ceux qui sont d'origine germanique. À partir de toute la faune du sous-continent australien, ils nous ont sorti le slip kangourou, doté de 2 ouvertures sur les côtés, alors que techniquement on ne peut en utiliser qu'une seule à la fois. Et je ne vous parlerai pas du bateau mouche, du pantalon à pattes d'éléphant ou encore de la brasse papillon, technique de nage dont l'élégance et la capacité à noyer ceux qui la pratiquent est directement inspirée du papillon, animal très réputé pour sa nage. Alors, il y a quand même des inventions encore mieux que ça, notamment Eugénie Guillemin avec Phoenix qui a développé un bateau inspiré des dauphins. Alors ça, c'est quand même le rêve de tout gamin, de pouvoir voyager sur les océans accroché sur l'aileron de Flipper le dauphin. C'est une source d'émerveillement sans fin. On a tous envie de tester. Par contre, si comme moi, vous avez le mal de mer rien qu'en montant sur un pédalo, je vous conseille quand même de prendre des cachets avant, sinon vous risquez de faire vous-même, bien malgré vous, du biomimétisme en étant malade comme un chien. Un bateau qui saute sur la houle, ça fait quand même un petit peu peur, mais ça fait rêver plus que ça ne fait peur. Autre chose qui nous fait rêver, Margot Didi nous l'a montré, les fourmis argentées du Sahara, qui résistent à des températures extrêmes grâce à des poils assez spéciaux. Alors surtout, n'allez pas faire un pique-nique dans le Sahara, parce que non seulement les fourmis monteront évidemment sur votre nappe de pique-nique, comme le font toutes les fourmis pour manger la nourriture, mais elles viendront aussi directement bouffer les merguez sur le barbecue, puisqu'elles sont maintenant capables de le faire dans le Sahara. Attention à ça. Malgré tout ça, Alain Renaudin nous l'a dit, le biomimétisme c'est merveilleux pour convaincre les investisseurs. Plus d'1 demi-milliard d'euros en un an qui ont été levés pour des projets bio-inspirés. C'est assez incroyable et c'est normal. Si c'est un produit conçu par un polytechnicien qui a fait 12 ans d'études pour développer ça, ça fait un petit peu peur aux investisseurs. Par contre, si c'est conçu par une fourmi, un vautour, une méduse ou un champignon mycorhizien, là, les investisseurs y vont à fond et ils ont raison parce que jamais un vautour n'a fait d'erreur de programmation informatique, jamais un vautour n'a falsifié les résultats de la R&D pour améliorer son business plan, jamais un champignon mycorhizien n'a fait de faillite, qu'elle soit frauduleuse ou non, mais surtout jamais une méduse n'a utilisé ces formidables technologies pour larguer des bombes ou pour bousiller la planète. Donc s'inspirer de la nature, effectivement, c'est sans doute la clé pour mieux la respecter.